Alors maintenant, côté association, comment ces associations s'appuient-elles sur les alliances dans leurs actions au quotidien? Et je vous propose d'abord, pour introduire ce premier témoignage, le témoignage, de voir les principaux résultats de l'étude Impact Association. Alors, qu'en est-il des résultats conduits auprès des associations employeuses en avril, mai, juin? Donc, les résultats sont tout neufs. Et à la question, diriez-vous que les alliances entre associations, entreprises et collectivités territoriales sont source d'innovation pour répondre aux fragilités territoriales? La réponse des associations est 90%. C'est le chiffre clé de cette étude. Concernant maintenant l'enseignement, ce qu'il faut retenir, c'est que les associations, même employeuses de 1 salarié et plus, travaillent pour 73% au niveau local, 47% au niveau régional, niveau national 26% et au niveau international 11%. Donc l'essentiel est des actions en proximité avec les besoins de chaque territoire et en moyenne, on a un échelon de 1,6. Concernant le signal faible, les associations ont su rapidement diversifier leur mode relationnel en cohérence avec chacune leur positionnement, bien sûr. On trouvera le mécénat à 76%, l'innovation sociétale 73%, les pratiques responsables 70% et la coopération économique 58%. Alors, avec nous pour parler des associations, j'ai la chance d'accueillir Carole Orchamps, qui est déléguée générale du réseau national des maisons des associations. Bonjour Carole. Alors, le réseau compte 80 maisons des associations qui sont des pôles ressources, des accompagnatrices de la vie locale associative, ce qui vous donne une bonne compréhension de leur mode d'action au quotidien. Alors Carole, on l'a vu, hein, l'étude montre que les associations ont depuis 5 ans su diversifier leur mode relationnel. N'oublions pas que ce mode relationnel, c'est leur troisième pilier de leur modèle socio-économique. Comment vous, de votre point de vue, vous percevez cette diversification? Alors bonjour Élodie, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Merci également pour les résultats de l'enquête que je découvrais à l'instant. Alors effectivement, le secteur associatif fait face depuis plusieurs années à des tensions sur ses ressources humaines et financières, tensions cruellement accentuées par la crise sanitaire que nous traversons depuis maintenant plus d'1 an. Et nous constatons qu'il y aura forcément un avant et un après-crise. Alors, en tant qu'actrices de leur territoire, les assos ont une grande partie d'entre elles fait face aux besoins locaux émergents, notamment depuis le début de la crise, et ont répondu au plus vite, au mieux possible et majoritairement avec d'autres acteurs locaux, qu'ils soient publics, privés ou encore avec l'appui de citoyens qui ont été volontaires pour agir. Les associations ont déjà prouvé par le passé qu'elles sont complètement en mesure de développer leur propre capacité d'alliance. Développement de coopération interparties prenantes, souvent mise en place dans l'urgence à l'occasion de la crise sanitaire, est un moyen, a été un moyen, notamment là, de répondre à des enjeux sociétaux et territoriaux par la mutualisation, par l'innovation et par l'auto-organisation mise en place extrêmement rapidement. Alors pour autant, les exemples issus des territoires montrent à quel point cette coopération n'est pas innée et qu'elle a besoin d'être accompagnée par des acteurs locaux, des catalyseurs du faire ensemble, notamment pour aider les acteurs à faire perdurer les coopérations au-delà de situations d'urgence. Je cite également une autre enquête, puisque nous avons été côté RNMA, avec le mouvement associatif Recherche et Solidarité, avec l'appui de la JETVA, nous avons mené 3 enquêtes, 2 sur 2020 et 1 sur 2021, dont les résultats ont été divulgués le 8 juin. Donc, suite à cette dernière enquête, en fait, il ressort notamment dans l'analyse des réponses l'expression du besoin de travailler durablement avec les autres. Alors, dans les autres, on retrouve justement les acteurs publics. Premier acteur public concerné pour les associations,
c'est généralement la mairie, hein, c'est la collectivité locale. Des besoins aussi fortement exprimés de coopérer, de développer du réseau, de développer ou de maintenir des partenariats, ce qui nécessite d'être accompagné pour maintenir ces alliances locales d'intérêt général. Alors les points d'appui à la vie associative, dont les maisons des assos, mais aussi les centres sociaux, les fédérations, les coordinations et bien d'autres opérateurs de l'accompagnement peuvent et sont là pour contribuer et pour faciliter ces coopérations multi-acteurs. Alors pour le rameau, hein, je souhaitais quand même vous remercier encore à cette occasion. Hein, vous nous avez associés très tôt à ces travaux sur les modèles socio-économiques. Les maisons des assos sont dans cette posture de catalyseurs, de connecteurs territoriaux. Elles sont ancrées dans un territoire, elles connaissent parfaitement leur écosystème, elles sont capables de mettre en place du dialogue territorial, notamment avec les acteurs publics, mais aussi avec les acteurs du secteur de l'entreprise. Elles proposent des systèmes de formation, des systèmes de mise en lien pour construire des partenariats entre associations, mais aussi entre assos et acteurs publics, et également avec les entreprises et même avec les universités. Elles sont ainsi, enfin, de notre point de vue, mais pas exclusivement, donc c'est pour ça que je me permets de le dire, elles sont idéalement positionnées pour accompagner les acteurs qui souhaitent créer de nouveaux partenariats. Elles le font d'ailleurs effectivement depuis plusieurs années. Alors s'il est facile d'expliquer ce rôle de catalyseur, le concrétiser est beaucoup plus difficile. Je rejoins l'intervenant précédent, parce qu'en fait, il requiert une posture particulière, il requiert une parfaite connaissance de la culture et de la confiance. Et ce rôle est extrêmement complexe car le catalyseur territorial doit pouvoir comprendre et s'adresser à tout le monde, tout en étant confronté aux problématiques opérationnelles pouvant être rencontrées dans la mise en œuvre justement de coopération, comme l'avait d'ailleurs présenté Mathieu Petiot, directeur de la ruche associative de Narbonne, lors du dernier webinaire sur la diversité des alliances stratégiques. Alors les modes relationnels se diversifient, hein, certes, nous aussi on le constate, mais ils se complexifient également parce qu'ils impliquent un plus grand nombre d'acteurs qui ont besoin d'appréhender leur mode de fonctionnement réciproque, d'où l'utilité d'avoir des structures facilitatrices sur les territoires. Voilà ce que je voulais vous livrer. Merci Carole. Alors le RNAMA, depuis plusieurs années maintenant, a lancé des réflexions justement sur ces coopérations locales dont vous venez de parler. À ce jour, quels en sont les principaux enseignements à aujourd'hui? Alors, effectivement, je vais essayer de tirer quelques enseignements, mais également de poser quelques enjeux. Alors, nous, au niveau du RNMA, nous sommes à l'échelle nationale, mais nous fédérons, nous regroupons des structures territorialisées et du coup, on est les témoins en fait de nombreuses expériences de coopération. Alors, on n'est pas les seuls hein, à pouvoir les remarquer. Et nous avons aussi, nous, choisi en tant que tête de réseau de nous former, de rester en veille et de nous associer à d'autres travaux sur le sujet de la coopération territoriale pour apprendre ensemble, pour faire ensemble, pour co-construire ensemble et pour avancer vers une connaissance et une perception commune des systèmes et des process de coopération. Alors, je vais citer, parce qu'en fait, j'étais très heureuse tout à l'heure de l'annonce de Charles Benoît Heitzig. Mais il y a quelques semaines, Claude Alfandéry nous disait, alors je vais de mémoire, en réponse en fait à la crise sanitaire, les expériences de nouvelles solidarités se multiplient partout, mais leur dispersion réduit leur impact. Et il faudrait les valoriser, les rassembler, et rassembler donc toutes ces expériences, mais également valoriser tous ces efforts fragmentés en nouant des liens et en créant des coopérations. Alors, aujourd'hui, vous nous faites ce cadeau en fait de la création, enfin de l'annonce de la création de la plateforme de ODD 17 en action, et je trouve ça fabuleux parce qu'en fait, à notre niveau, au niveau RNMA, ce qui nous manque, c'est en fait un espace dans lequel nous pourrions remonter l'ensemble des expériences pour les donner à voir et puis aussi pour donner envie
parce qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place sur les territoires. Alors par ailleurs, on constate que l'environnement économique très peu favorable ouvre la voie à une période de transition qui est basée sur la coopération, donc c'est plutôt bien, pour agir ensemble, certes, mais dans la complexité quand même et dans l'incertitude, parce qu'il est nécessaire de faire alliance pour décloisonner les assauts, mais pas uniquement, pour décloisonner les modes de relation également, pour résoudre un problème, certes, en l'occurrence là en période de crise, mais aussi pour travailler ensemble sur des projets territoriaux communs, tout en continuant d'œuvrer chacun selon sa sensibilité et les fondamentaux de son organisation. Donc, c'est quand même des process extrêmement complexes. Et l'enjeu, selon nous, est de penser à la coopération durablement. Et ce changement s'opère, mais nécessite, je le redis, de l'accompagnement, de la structuration, de l'apport méthodologique et de l'appui. Alors, à titre d'exemple, je le cite parce que c'est paru il y a très peu de temps, le mouvement associatif, qui est l'un de nos partenaires, qui est l'organe de représentation du secteur associatif et l'organe de dialogue vis-à-vis du gouvernement, a publié une charte qui s'appelle la charte de la coopération interassociative en QPV, donc en quartier politique de la ville. Et cette charte reconnaît la coopération comme l'expression à un moment et dans un lieu donné d'un projet partagé guidé par la recherche d'un intérêt commun et par l'affirmation de principes essentiels à son épanouissement. Donc on voit qu'il y a des outils comme ça aussi qui émergent dans le secteur associatif, mais également dans d'autres secteurs, notamment au niveau des fondations. Alors de notre côté, je vais vous livrer quelques enseignements, je vais essayer d'être courte, on m'avait dit 3-4 minutes. De notre côté, fort des enseignements de différents travaux que nous menons depuis une dizaine d'années, sur le processus de co-construction de projets territoriaux multipartites. Le RNMA poursuit ses recherches et ses travaux sur le sujet, notamment dans l'objectif d'articuler les ingénieries nationales et territoriales au service de l'accompagnement des territoires. Sachant que les assos sont des actrices qui participent à l'attractivité des territoires, et en ça, on le sait. Donc, par exemple, on a un axe sur la diffusion d'outillage, sur la maturité coopérative. Donc, dans ce cadre-là, on participe depuis 3-4 ans avec l'espace associatif de Quimper, qui est l'une de nos maisons membres, à la gouvernance du projet Le développement rural de la coopération. C'est un projet qui a été impulsé par l'Institut des territoires coopératifs, aux côtés du réseau RTES, de la FNQMA, de l'URSCOP, et de Coopérer pour entreprendre, et du réseau rural d'ailleurs. On travaille également à la qualification du rôle des maisons des associations dans les processus d'innovation sociale, territoriale et inclusive. Donc on aspire en fait à situer le rôle des professionnels de l'accompagnement. L'intervenant précédent le disait aussi, ce sont ceux qui agissent, qui ont la connaissance. Nous, on espère situer le rôle des professionnels de l'accompagnement de la vie associative locale pour mieux inclure des contributions associatives et citoyennes dans les processus d'innovation sociale territoriale et de transformation de l'action publique. Par ailleurs, nous avons même inscrit dans notre projet stratégique un axe intitulé « De l'association au territoire, le métier d'accompagnateur et d'incubateur ». Et enfin, à titre d'exemple, on a développé un jeu coopératif qui propose de modéliser collectivement une expérience de co-construction à partir de différents modules de cartes. Donc ce jeu actuellement est utilisé comme un outil d'animation d'une démarche qui permet d'identifier les différentes dimensions d'un processus de co-construction, donc les étapes, mais aussi les parties prenantes, les conditions de réussite, les effets attendus, mais aussi de préparer ou d'analyser collectivement, donc soit en amont, soit pendant la période, donc d'analyser collectivement une expérience de coopération et de co-construction. Donc d'autres expérimentations sur ce jeu sont en cours, notamment pour identifier comment la dimension d'intérêt général sur un territoire en fonction des besoins et comment mobiliser les énergies nécessaires pour répondre à ces besoins. Enfin, et toujours dans une volonté d'accompagner les acteurs locaux, lors de nos prochaines rencontres nationales 2021, donc on a fait une première partie
24 juin, mais en distanciel malheureusement, mais on espère que les prochaines se dérouleront en présentiel à Martigues en décembre. Dans ce cadre-là, nous collaborons avec la Fonda en en travaillant autour d'un jeu, de leur jeu, qui s'appelle Faire ensemble 2030, qui repose sur une dynamique de résolution de défis en équipe qui vise à sensibiliser les joueurs aux objectifs de développement durable tout en développant le réflexe coopératif. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop longue. Merci Carole, c'était passionnant comme d'habitude et moi de ce que je note c'est qu'avec tous les travaux que vous menez, vous allez pouvoir contribuer et utiliser la plateforme ODD17 en pratique. Complètement. Voilà. Merci en tout cas Carole, à bientôt.